Alors bonjour, bienvenue donc à cette session qui s'intitule Expertise scientifique et justice. Je me présente très rapidement avant bien sûr d'introduire les trois personnes qui vont animer cette session et puis ce débat qu'on aura à la fin. Je suis Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de la revue Sciences et Pseudosciences, éditée par la FIS. Ceux qui ne connaissent pas la FIS, ils vont sur le stand qui est à l'entrée de la conférence, enfin, à l'entrée de l'événement où il y a un stand de la FIS. Et on vient juste de sortir, un petit peu de publicité, un numéro de notre revue Sciences et Pseudosciences, justement, consacré à Sciences et Justice, au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, malheureusement, il n'est pas en vente sur la table, il y a eu un petit raté. Mais vous pouvez le commander, le trouver en kiosque, etc. Alors, pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Klaus Meyer. Donc, Klaus, tu as un doctorat en chimie, spécialisé en radiochimie, professeur à l'université de Heidelberg, travaille sur la non-prolifération, les garanties nucléaires et la sécurité nucléaire, et expert en criminalistique nucléaire. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ça. On prendra un exemple là-dedans. J'ai oublié quelque chose dans la présentation. C'est bon. Damien Charabiz, donc tu es professeur à l'Université de Lille, spécialiste des insectes nécrophages. Donc, tout le monde sait ce que sont les insectes nécrophages parce que tout le monde regarde des films où on date des cadavres en fonction des mouches. C'est ça, hein, les insectes. Voilà. Expert judiciaire et travaille notamment sur le rôle de des expertises scientifiques dans les affaires criminelles et l'évolution de leur encadrement par la justice. Et tu organises d'ailleurs un séminaire universitaire à la fin de l'année, en octobre, je crois, à Lille, sur le sujet. J'ai oublié des choses. Enfin, Anne Perrin, titulaire d'un doctorat en biologie, d'un master en philosophie, experte conseil scientifique sur le thème sciences, risques et société, spécialisée du risque électromagnétique, donc en clair la 5G, des lignes à haute tension et des téléphones mobiles et des antennes relais, a contribué en tant qu'expert à différents groupes de travail de l'AFSET, donc l'ancienne, ce qu'est l'ANSES aujourd'hui, l'Agence française de sécurité sanitaire, la commission risques liés à l'environnement du Haut Conseil de santé publique, par exemple, et d'autres. Tu as été également présidente de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Alors, je vais introduire très rapidement, pour donner la parole après à nos experts. L'expertise scientifique en justice, ça a à la fois un lien évident et un lien compliqué. Et ça, je pense qu'on va y revenir. Un lien évident parce qu'on voit bien qu'il y a des tas d'affaires. La science a des choses à dire. Et donc, pour qu'un tribunal porte un jugement, elle doit se faire éclairer sur un certain nombre de choses qui sont parfois très complexes, donc on va y revenir. Donc, il y a un lien de quelle expertise et comment on la ramène devant le tribunal. Et c'est complexe parce que le tribunal, la justice, le droit, c'est peut-être pas la même notion que la vérité qu'on sort d'un tribunal n'est peut-être pas la vérité que la science va sortir. C'est deux champs un peu différents. Et donc, l'objectif de la table ronde ici va être aussi d'essayer de préciser ça, de préciser la place et le rôle de l'expertise scientifique, de l'illustrer sur des exemples, et en particulier de creuser un sujet. Quelle est la fiabilité aujourd'hui de l'expertise scientifique, en ayant en tête, et je pense qu'on va revenir sur certains de ces exemples, qu'un certain nombre de jugements ont défrayé la chronique. Alors, il ne s'agit pas de dire, on y reviendra, que tous les jugements posent problème et que l'expertise scientifique pose problème tout le temps, mais que ça peut être des jugements, par exemple, de tribunaux qui ont conclu en la responsabilité d'une vaccination dans le développement d'une sclérose en plaques, alors que la connaissance scientifique dit que ce n'est pas le cas. Donc, on pourra s'interroger d'ailleurs sur pourquoi et comment. Anne reviendra sur les ondes électromagnétiques, le retrait de compteurs Linky chez des usagers dits électrosensibles. La justice a déjà tranché dans ce sens-là. On pourrait citer le procès Outreau, où toute l'expertise psychologique a été un des éléments de la faillite judiciaire à Outreau. Donc voilà, on voit bien que se pose derrière la question de la fiabilité de l'expertise scientifique. Et on verra sur des exemples un petit peu plus pointus comment ça se fait. Donc moi j'ai une première question déjà. Alors
sentez-vous libre de répondre à chacun plus ou moins détaillé en fonction de la question et de rebondir sur ce que vous dites, dit votre collègue avant. Vérité scientifique et vérité judiciaire, est-ce qu'on peut déjà essayer de préciser l'articulation entre la justice et l'expertise scientifique? Alors, Damien, peut-être pour commencer, ou je te prends, peut-être c'est la question piège, je te prends au dépourvu. Oui, vaste question. Pour commencer sur ce sujet-là, alors la vérité scientifique, ça va être évidemment difficile à résumer, mais on peut dire que c'est raisonnablement ce qu'on peut conclure, ce qu'on peut apporter comme réponse en fonction de l'état des connaissances scientifiques à un instant donné. Ça sera la vérité scientifique. Je pense que ça peut être une définition assez simple. La vérité judiciaire, c'est ce que la justice va trancher à l'issue du processus judiciaire. Alors, il peut y avoir des appels, il peut y avoir un certain nombre d'étapes, mais à la fin, ce qui a été décidé devient la vérité, c'est la vérité judiciaire. Et la vérité judiciaire peut être différente de la vérité scientifique. Très concrètement, si vous avez un expert qui dit quelque chose devant une cour, qui fait une déposition, si vous avez un expert qui fait une déposition devant une cour et qui dit quelque chose, rien n'oblige le magistrat, la justice, à se fier, à considérer cette déposition, à en tenir compte, et le magistrat peut prendre une décision complètement différente de ce qu'a dit l'expert. On peut avoir une vérité judiciaire qui est différente de la vérité scientifique. Est-ce que sur cette question, quelqu'un veut rajouter? Pas obligé, hein, mais c'est... Alors, après, c'est vrai que le terme vérité, il est important ici, quoi, parce que c'est, est-ce qu'on peut parler de vérité alors peut-être que c'est le mot qui est employé, mais finalement, c'est une décision. Et disons qu'on a une conclusion ou un consensus scientifique sur un état des connaissances, et puis une décision sur le sujet. Mais finalement, moi, ça me gêne un peu qu'on parle de vérité scientifique et de vérité judiciaire. Alors je me pose la question s'il y a vraiment une vérité scientifique. Oui. Je suis scientifique et il faut aussi toujours prendre en considération l'allégorie de la caverne de Platon. Ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment la vérité. En sciences naturelles, on travaille sur ce qui est observable et ce qui est mesurable. Et d'après ce qu'on mesure et d'après la systématique qu'on trouve, on décrit cette systématique avec des modèles, avec des formules mathématiques. Mais à la fin, la description, ce n'est que la description de notre perception de la réalité. Et à la fin, c'est un modèle, une approximation de la vérité. Mais c'est notre approximation et c'est la meilleure approximation de la vérité qu'on a. Et il faut travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas si là, ça répond entièrement aux questions, Oui. mais je pense qu'on a quand même en tête que les finalités sont différentes. Je ne pense pas me tromper, mais le juge, quand il fait appel à un expert, on va revenir sur l'expert judiciaire, le fait sur un point technique précis et l'expert ne va se prononcer que sur ce point technique. Il ne doit pas aller sur le terrain judiciaire, c'est même très clairement balisé. Ça doit rester dans l'appréciation du juge. Alors, venons quand même sur la question d'expert judiciaire. Si moi, je veux être expert judiciaire, j'arrive, je m'inscris, je suis expert judiciaire. C'est quoi la procédure pour... Tout va dépendre de tes compétences, mais techniquement, il y a la possibilité effectivement de candidater, de postuler pour être inscrit sur une liste des experts dans un certain nombre de domaines donc, qui sont prévus. Il y a des chapitres qui sont posés en fonction des besoins que peut avoir la justice. Et puis, à partir de ça, il y a une petite procédure qui est assez légère avec un dossier à compléter. Donc, il faut expliquer sa formation, ses compétences, les expertises qu'on a déjà réalisées. Il y a également une petite enquête de moralité pour vérifier finalement qui est l'expert. Et puis, ça va être à peu près tout. Alors, je ne parle pas des professions réglementées, je ne parle pas des médecins, là, je vais parler des expertises autres, par exemple. Si vous voulez être expert, j'en sais rien, en bâtiment, par exemple, finalement, votre expérience en soi va constituer, vous êtes entrepreneur, vous avez construit un certain nombre de bâtiments, on peut juger que c'est suffisant pour que vous soyez expert dans le domaine.
Donc, vous allez expliquer finalement ce que vous pouvez apporter, ce que vous avez déjà fait. Et à partir de ça, les cours vont statuer, vont regarder s'il y a des besoins. S'il y a déjà suffisamment d'experts inscrits, il n'y a pas besoin d'en avoir des nouveaux. Si vous n'avez pas assez d'expérience, on ne va pas vous retenir. Mais cet examen, il est vraiment très superficiel. Il faut bien comprendre que c'est un examen qui est principalement administratif. Et je vais juste vous donner une toute petite anecdote. Quand j'ai candidaté la première fois pour être inscrit, donc je faisais déjà des expertises, mais je n'étais pas inscrit sur les listes. Quand j'ai candidaté la première fois pour être inscrit sur les listes, j'ai envoyé mon dossier, il ne s'est rien passé pendant 3 mois. Et puis un jour, en rentrant chez moi, je trouve un courrier recommandé qui me convoquait au commissariat. Sans motif. C'était indiqué pour affaires vous concernant. Forcément, c'est pas très rassurant. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Donc c'était un vendredi, j'ai passé tout le week-end à cogiter pour me demander ce qui se passait. Je suis allé au commissariat et je suis arrivé face à un policier qui m'a dit ah oui, vous avez dû déposer un dossier pour être inscrit sur une liste. Oui, il y a un petit moment. Ah non, c'est juste pour vérifier. Moi, j'aime bien rencontrer les gens directement. On fait toujours un examen, on regarde s'il y a un fichier, un casier judiciaire. Et puis après, moi, j'aime bien rencontrer les gens. Donc voilà. Donc on a discuté pendant une demi-heure. Il était très sympa. Mais les insectes, ah ouais, ça sert à quoi? Ah ouais, c'est intéressant, très bien. Voilà, fin de l'histoire. Le reste de mes compétences, on n'en parle pas de. À aucun moment, il y a eu une évaluation, une commission etc. Non. Je précise, j'ai sous les yeux le décret ou la loi sur ça. Effectivement, je vois juste cette libellé. Il y a 4-5 libellés sur les bonnes mœurs. Donc ça a été vérifié. Le fait qu'il faut être majeur, etc., etc. Et les 2 libellés qui donc visiblement s'appliquent, y compris pour les médecins, exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité. Et deuxième point, exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante. Mais visiblement, donc, il n'y a personne derrière on regarde juste, voilà, vous êtes médecin, est-ce que vous êtes inscrit à l'ordre des médecins, quoi. C'est ça qu'on regarde. Ça va dépendre un peu des cours, mais oui, généralement, c'est très superficiel. Anne? Mais moi, mon expérience, en fait, c'est que j'ai candidaté à une cour. Et donc, il y a un moment où on a une liste, effectivement, où c'est marqué notre profession, enfin, notre discipline, notre domaine de compétences. Donc, mais ça va être médecin, il y a différentes catégories de médecins, donc toutes les catégories, il y a physicien, il y a un tas de choses. Et moi, je suis dans le domaine environnemental et champ électromagnétique. Donc, c'est à la croisée entre la physique, les aspects psycho, parce qu'il y a tous les aspects qui peuvent être autour du ressenti des ondes électromagnétiques et qui font partie de travaux sur lesquels j'avais des projets vis-à-vis payés par l'ANSES. Et puis, il y a toute la dimension biologie, toxicologie. Enfin, donc, ça m'oblige à cocher un certain nombre de cases. Et moi, j'ai reçu une réponse me disant que mon dossier était refusé. Et quand j'ai cherché à comprendre, on m'a dit « mais c'est pas possible parce que vous cochez trop de cases ». Donc finalement, les questions environnementales qui sont complexes, il n'y a pas de cases pour candidater comme expert. Donc finalement, on est dans ce domaine où ça va être des médecins généralistes qui vont traiter le sujet et qui ne sont pas au fait de tous les aspects de ce sujet. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Alors moi je ne peux pas cocher tellement de cases. Je travaille dans un domaine qui est relativement, disons, exotique. Le micro un peu plus exotique. C'est la criminalistique nucléaire. Et dans ce domaine, il n'y a pas, disons, tellement d'experts qu'on peut appeler en tribunal pour témoigner. Et en plus, il y a, disons, des différences nationales qui dépendent un peu des procédures, mais qui dépendent aussi du système judiciaire. Ce qu'on a fait il y a quelques années, on a fait à La Haye, aux Pays-Bas, un simulacre de procès. Et la première étape, c'était la certification de l'expert. Et on a joué les 2 jeux, Common Law System et Romano Civiliste, ce qu'on a ici sur le continent.
première étape, c'est toujours la qualification de l'expert si l'expert n'est pas sur la liste. Là, on a pratiquement dans tous les pays une liste pour certains domaines. Alors, ce qu'ils ont fait, les Néerlandais, ils ont envoyé un policier qui a fait un training pour 2 semaines en radiochimie, comme expert en criminalistique nucléaire. Il s'est fait griller par le procureur et par l'avocat. Parce que ce n'était qu'un examen superficiel. Ils ont fait une recherche Google, ils lui ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est la radiation alpha, bêta, gamma? Il s'est fait griller. Alors, il ne s'est pas qualifié. Et ça montre que, bon, soit on coche trop de cas, soit il y a trop peu et c'est trop étroit. Alors, la qualification d'expert, c'est une étape importante pour présenter les preuves, pour présenter les conclusions. Alors, peut-être pour conclure sur cette première question, on a eu l'occasion dans différentes sessions aux rencontres de l'esprit critique de s'interroger sur qu'est-ce qu'un expert. Quand on est journaliste, à quel expert il faut aller se référer, quand on est un policier, etc. En justice, c'est particulièrement critique, crucial. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le système est quand même finalement très perfectible pour valider la qualification des experts. À tel point d'ailleurs que ce sujet est quand même sur la table. L'Académie des médecines s'est penchée sur le sujet et a identifié le fait qu'il serait peut-être quand même pas mal que la Haute Autorité de Santé ou autre se penche sur l'accréditation des experts. Donc je pense qu'il y a un vrai problème ici qu'on ne va pas résoudre, mais c'est peut-être important de le pointer et ça permet de rentrer. Tu voulais rajouter un... Oui, je voulais juste préciser que bon, mon dossier n'a pas été retenu, mais que je connais d'autres experts dans d'autres tribunaux. Enfin, je ne sais pas si c'est lié au tribunal ou si c'est lié que j'avais mal tourné ma lettre, je ne sais pas. Mais il y a aussi certains experts, même si quelquefois on en a vu qui ne connaissaient pas le sujet, mais je connais aussi des experts qui sont de justice sur ces sujets-là, qui sont tout à fait à même de faire des bons dossiers sur le sujet, qui connaissent le sujet. Ouais. C'est important à préciser. Alors, je voudrais justement maintenant revenir, on verra après sur, quelques gros exemples de procès où on s'interroge vraiment beaucoup sur l'expertise, mais j'aimerais venir sur votre expérience à tous les trois. Le rôle de l'expert, il est d'amener donc une expertise pour répondre à une question précise du juge. C'est pas, il y a un expert, il prend tout le dossier, il fait ce qu'il veut. Il est interrogé par le juge, je crois que c'est le juge qui décide de la question en France, en disant voilà, c'est ça la question, il doit répondre à ça. Vous, en tant qu'expert, soit dans les tribunaux où vous êtes allés, soit en tant qu'expert dans d'autres domaines, comment rapporter finalement une question complexe de manière simple à quelqu'un qui finalement n'est pas un expert du sujet et doit comprendre un certain nombre de choses. Donc j'aimerais par exemple que tu nous expliques sur les cas qui sont les tiens, qui sont assez compliqués autour du nucléaire. Comment procéder pour ramener une expertise simple sur un sujet complexe et comment s'assurer finalement qu'on a fait passer le bon message qui est utile. Question facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, tout d'abord, on a entre les scientifiques et les juristes, il y a, disons, une différence culturelle. Si nous, on mesure quelque chose, un résultat de mesure, ça porte une incertitude à un intervalle de confiance. Une incertitude pour un juriste, c'est quelque chose complètement d'autre. Ah, vous n'êtes pas sûr de votre conclusion. Et puis, pour arriver à une conclusion, il faut mesurer, il faut observer une bonne quantité de paramètres pour pouvoir déduire d'abord une conclusion scientifique et présenter la conclusion scientifique. Dans notre cas, le plutonium qui a été saisi vient probablement de la Russie. Déjà, le probablement, c'est un problème. Alors, il faut dire ça vient de la Russie et on est confiant de 95%. L'avocat va me dire ah bon, il y a 5% de probabilité que ça vient d'ailleurs. Et ça, c'est pour, disons, une expertise scientifique qui veut être très correcte, ça pose un problème. Alors, il faut
Pardon, ça pose un problème parce que l'incertitude que rapporte le scientifique est forcément utilisée par les parties pour dire, vous voyez, il y a un doute. Oui, c'est ça. Oui. Alors, nous, on prend pas mal de temps pour développer un langage qu'on peut défendre en cours, pour ne pas rentrer dans cette discussion. Ah, vous n'êtes pas certain de vos conclusions. Comme par exemple, comment... on avait un cas de vol de matière nucléaire, matière radioactive en Allemagne, et les autorités allemandes nous ont demandé, ils ont retrouvé 2 sources, et ils nous ont demandé, est-ce que le bonhomme, il a volé plus que 2 sources? Alors, on a comparé tous les paramètres chimiques, isotopiques, quoi que ce soit, et on a, dans le rapport final, on a mis la phrase, et ça nous a pris quelque temps de la mettre. Alors, on a mis la phrase d'après les preuves qu'on a, on n'a pas indication qu'il a volé plus que les 2 sources. On a pu expliquer toutes les contaminations radioactives avec les 2 sources. C'est-à-dire qu'on n'a pas évidence qu'il y a autre chose. Damien, un peu même question. Est-ce que sur les exemples dans lesquels tu as été confronté, tu peux illustrer la manière dont, peut-être expliquer d'ailleurs plus exactement après l'histoire des insectes, mais la manière, est-ce que c'est simple de rapporter ce genre d'expertise? C'est un sujet que connaissent suffisamment les juges que voilà. Non, alors c'est jamais simple. En tout cas, il faut toujours se méfier quand on pense que c'est simple. Il y a toujours une nécessité de bien expliquer. Il y a 2 étapes. Il y a l'étape de la réquisition. Donc, au moment où l'autorité judiciaire va demander à l'expert de faire une analyse. Et cette réquisition, il faut qu'elle soit bien formulée parce que vous n'avez pas le droit de répondre à côté. Si on vous pose une question, vous ne pouvez pas répondre, ça c'est votre question, mais voici ma réponse sur autre chose. Donc, il faut déjà s'assurer que la question soit bien posée pour pouvoir y apporter une bonne réponse. Donc, il peut y avoir des échanges entre le magistrat ou l'officier de police judiciaire et l'enquêteur pour dire « Non, ça, je ne peux pas le faire. Vous me demandez quelque chose qui n'est pas possible, qui n'existe pas, ça n'a pas de sens. Donc, on va travailler ensemble, on va réécrire, on va reformuler votre question pour que moi, je puisse y répondre ensuite. » Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a ce qui va se passer quand on va rendre son rapport. C'est la deuxième chose. Et puis à la fin, quand on va arriver devant une cour pour faire une déposition. Sur le rapport, il y a quelque chose de très important, c'est la distinction qui est faite entre les résultats. Les résultats, on pourrait dire, avec toutes les réserves qu'on a émises au tout début, mais que ce sont des faits. On a mesuré ça. Il peut y avoir une incertitude, mais voilà, ça c'est les résultats. Et puis il y a la partie interprétation, avis et interprétation. Parce que donner un chiffre, ça n'éclaire pas. Par contre, l'avis, l'interprétation d'experts disant c'est telle source, c'est plus probablement telle source que telle autre, ça relève de l'avis de l'expert, et donc il faut bien distinguer les 2. Et puis après, quand on va devant une cour, il faut repartir de zéro et tout expliquer en prenant le temps, et ça généralement la justice laisse le temps aux experts pour tout expliquer étape par étape. Et puis des fois, on se retrouve soit sur des malentendus, soit sur des stratégies d'avocats qui jouent leur rôle et qui vont essayer de profiter d'une ambiguïté sur le terme incertitude. Et bien là, il faut faire preuve de pédagogie, il faut essayer d'expliquer en ayant conscience que y a des limites scientifiques, il y a des limites techniques, et que la science ne peut rien faire de plus. Il y a une très belle phrase dans les expertises du procès de Magnanville, donc l'expertise ADN sur les meurtres de policiers. Il y a un des experts qui a dit « La science ne peut rien pour vous ». Là, à l'heure actuelle, avec les analyses qu'on a, la science ne peut rien pour vous. C'est tout, c'est clair. Et justement, tu disais, l'expert est sollicité sur une ou plusieurs questions très précises, il n'a pas le droit d'en sortir. Est-ce que c'est aussi vrai dans le déroulement du procès, quand l'avocat, par exemple, de la défense, et du coup, l'expert a-t-il le droit de dire non, c'était pas la question sur laquelle était, ou doit-il dire c'est pas la question sur laquelle j'ai été saisi, ou au contraire, comme il est expert, on va lui poser des questions, il va être tiré dehors. Comment ça se passe ça, c'est systématiquement le jeu des avocats, ça va être d'essayer de tirer dans les 2 camps. Si l'expertise va dans le bon sens, les avocats
pour qui ça va dans le bon sens, vont essayer d'en avoir encore plus et de charger et d'avoir encore plus d'éléments pour dire, vous voyez, c'est l'expert qui le dit. Et dans le camp adverse, on va dire, non, mais attendez, alors je comprends pas bien. Et puis on va essayer d'attirer l'expert sur un petit détail en dehors de son domaine pour pouvoir le prendre en défaut. Ça, c'est vraiment tout le jeu des avocats qui peut poser problème parce que les avocats sont des professionnels et les experts souvent ne le sont pas. Donc, les avocats ont un savoir-faire que les experts n'ont pas. Et il y a une difficulté pour les experts à rester dans leur champ, à faire attention à ça, et d'un autre côté, à essayer d'apporter les informations, parce que si vous répondez à chaque fois « je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est en dehors de mon domaine d'expertise », à ce moment-là, vous ne servez plus à rien. Anne, tu veux dire un mot sur la question de comment retranscrire une expertise compliquée en des termes simples pour des gens qui vont l'utiliser dans un contexte particulier ou... En tout cas, j'ai pas d'expérience judiciaire, mais de toute façon, c'est toujours compliqué de donner le résultat d'une expertise dans des termes simples, parce que l'expertise, c'est toujours quelque chose qui s'appuie, qui est assez complexe, qui est multidimensionnel, et après, quand il faut le rendre de façon simple, tout en restant scientifique, parce qu'effectivement, comme on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas, on ne peut jamais dire non, ce n'est pas le cas. Donc, il y a toujours une marge d'incertitude. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'arriver à donner quelque chose de très simple, mais c'est possible. C'est vrai que nous, on y arrive quand même. Parce qu'après, on se dit, il faut dire... moi, je me dis, admettons que j'explique ça à mon voisin, tout simplement, quoi. C'est ça, il faut se sortir de la position du scientifique et à un moment, il faut parler aux gens en termes... mais sans se faire coincer quand vous êtes avec des avocats, effectivement. Je profite justement que tu as la parole donc pour rebondir sur un domaine que tu vas pouvoir un peu nous éclairer. J'ai évoqué un certain nombre de procès qui ont, je ne suis pas dans la tête des gens, mais enfin dont on sent bien qu'une des motivations est de médiatiser une controverse, de se servir d'un possible jugement au tribunal pour valider une cause, une opposition à une technologie. Tu as été beaucoup confronté à ça dans les ondes électromagnétiques. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et montrer comment finalement l'expertise est instrumentalisée à la fois sur le fond d'expertise et à la fois à travers l'institution judiciaire, le jugement qui en est? Je poserai la même question aux autres, mais notamment dans les ondes. Voilà, c'est vrai que sur les ondes électromagnétiques, les procès qui sont posés, qui ont eu lieu, ça va être des procès, il y a eu les procès autour des élevages, ça peut être des antennes relais, et puis des élevages dans lesquels il y a un problème où les vaches meurent ou ne font une baisse de production, par exemple, ou alors il y a eu des procès à côté des lignes haute tension aussi, au niveau des élevages, et donc... ça, c'est une partie des procès où il y a des rendus parfois effectivement étonnants. Une fois, on avait fait, d'ailleurs, il y a un communiqué de la FIS qui porte là-dessus sur un tribunal qui avait décidé, pour tester si c'était l'antenne relais 4G qui était responsable de cette défaillance dans l'élevage, qui avait décidé de couper l'antenne relais pendant 2 mois. Mais vous voyez que là, ce n'est pas du tout une expérience scientifique qui va être faite, puisque ce n'est pas du tout en double aveugle. Il ne va pas y avoir de groupe témoin. Donc, c'est vraiment une improvisation de la science. Le résultat, ça va être, quoi. D'ailleurs, je crois que quelque temps après, un quart d'heure après que l'antenne ait été coupée, les vaches allaient beaucoup mieux. Donc, on voit que c'est problématique. Il y a quand même un rapport de la justice à la science qui était, pour le coup, assez étonnant. Elles allaient peut-être mieux, les vaches, quand même, non? Oui, mais je pense que du moment que il y a toute la projection de celui qui s'en occupe, qui, lui, sait que l'antenne est coupée. Donc, et puis, bon, est-ce qu'elles allaient mieux? Ça, c'est des déclarations aussi. Donc, parce qu'il faut voir qu'il y a des groupes de pression qui sont organisés autour de ces procès, effectivement, avec des associations, avec... Enfin, c'est très complexe, quoi, tout ce qui gravite autour de ces procès.
Donc, il y a toujours une situation dramatique, effectivement, d'un élevage, par exemple, qui a un problème et où, effectivement, il y a un problème dans cet élevage. Mais est-ce que c'est lié à l'antenne? La façon dont on arrive au résultat est pas du tout scientifique. Et on sait que les antennes relais, il n'y a aucune raison, c'est vraiment très peu probable qu'une antenne relais ait un impact sur un élevage, d'autant qu'il y a des antennes relais dans toute la France. Donc, comment se fait-il qu'il y aurait qu'un élevage en France ou un par-ci, par-là, donc déjà, logiquement, en faisant marcher son esprit critique, on peut se poser des questions, même sans faire d'expertise scientifique. Bon, ça, c'est pour un volet. Et puis, il y a le volet, par exemple, typiquement, les compteurs Linky, sur lesquels, bon, il y avait une opposition au compteur Linky, et où, alors, il y a deux choses. Il y a d'une part les compteurs Linky, et puis, au milieu, il y a les personnes hypersensibles électromagnétiques, donc dites, disons, hypersensibles électromagnétiques, qui sont des personnes qui attribuent des symptômes au champ électromagnétique. Donc, les symptômes sont bien réels, mais ça fait partie de la définition de l'hypersensibilité électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a bien des symptômes, mais il n'y a pas de diagnostic pour les expliquer, en fait. Et toutes les expertises convergent sur le fait qu'on n'a jamais pu démontrer que les ondes étaient la cause de ces symptômes, mais la personne les attribuant au champ électromagnétique est assimilée hypersensible électromagnétique. Donc, c'est vrai que c'est une ambiguïté, ce mot, parce que l'OMS a proposé le mot intolérance environnementale idiopathique, mais qui est quand même beaucoup plus complexe. Idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue. Sans cause connue. Donc, du coup, il y a une position de l'OMS depuis 2005 qui est claire par rapport à l'hypersensibilité électromagnétique et qui vient d'être réitérée par la Société française de santé au travail et qui a été aussi réitérée par un rapport de l'ANSES, dans tous les rapports de l'ANSES sur les radiofréquences, mais notamment un qui est sorti en 2018 qui est dédié à cette question, où il est écrit qu'il n'y a pas de relation causale entre les ondes électromagnétiques et cette pathologie. Mais les personnes sont en recherche de reconnaissance de la cause, reconnaissance du fait que la cause de leur pathologie, de leurs symptômes, c'est bien les ondes électromagnétiques. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, combiné avec une opposition de certains qui ne sont pas forcément hypersensibles, opposés au compteur Linky, plus des avocats qui, quand même, on voit bien qu'eux-mêmes organisent des informations biaisées et qui essayent de se servir de la jurisprudence pour attirer d'autres clients ou qui organisent des procès collectifs où les personnes vont adhérer pour être contre le compteur Linky. Donc ça, c'est assez juteux, sans doute, comme affaire, je suppose. Donc, tout ça fait que, mis ensemble, ces procès vont statuer sur est-ce qu'il faut interdire la pose du compteur Linky ou enlever le compteur Linky à la personne qui est hypersensible électromagnétique et qui arrive avec généralement des certificats médicaux. Donc, c'est assez complexe, finalement, à l'arrivée. Et là où on voit qu'il y a quand même un hiatus entre l'expertise scientifique et l'expertise, du moins ce qui ressort de l'expertise judiciaire, c'est qu'en science, il n'y a qu'une conclusion. Et au tribunal, il y a des conclusions. Donc, il y a des personnes qui sont déboutées. Il y a des personnes chez qui on dit qu'il faut poser des filtres pour les protéger des ondes électromagnétiques. Il y a des personnes chez qui on dit qu'il ne faut pas leur poser le compteur Linky. D'autres chez qui il faut enlever et le remplacer par l'ancien compteur Linky. Donc, vous voyez, il y a toute une gradation qui est l'interprétation de quelle est la cause des ondes électromagnétiques dans la pathologie. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer ça, mais... Je connais les tours de table. Quelqu'un peut m'aider pour... si vous avez des questions, levez la main, il y a un micro qui va passer. Je voudrais peut-être éventuellement vous faire réagir sur un petit peu la même chose. Est-ce que vous avez l'impression, dans les cas où vous avez été confronté, que finalement, il y a autre chose que le cas qui est jugé, mais la pression externe sur finalement la signification qui pourrait être faite dans le jugement. Alors, je ne sais pas, dans les affaires dans lesquelles tu étais, Damien, ou toi après dans le nucléaire, l'enjeu de la décision, il va au-delà du cas et donc, du coup, il y a une pression. Est-ce que tu peux... Ça peut arriver. Alors, j'ai pas de cas précis en tête. Moi, je vais juste mentionner que l'inverse peut exister. C'est-à-dire des experts qui se servent d'un procès
comme une tribune pour pousser une interprétation scientifique quand il y a différentes méthodes qui existent, différentes approches. Il va y avoir une querelle d'experts et finalement, ça va devenir une occasion, une tribune pour porter une méthode, une approche, une version de l'analyse. Et ça existe aussi. C'est pas fréquent, mais ça existe aussi. Je peux donner un exemple. On avait une saisie de 300 grammes de plutonium à Munich dans les années 90, 94. On a... Juste pour préciser, ces genres d'expertise, en fait, vous avez des saisies sur des matériaux radioactifs et l'expertise que tu apportes, c'est d'essayer d'identifier la source. C'est exact, ça, hein, peut-être pour préciser le contexte. Alors, on nous a emmené les 300 grammes de plutonium pour identifier la source de plutonium. Alors, le plutonium, il a des caractéristiques qui indiquent le type de réacteur utilisé pour produire le plutonium. On l'a analysé, on a trouvé c'est un type de réacteur comme à Tchernobyl. Et ce type de réacteur, il n'y en a pas hors de l'Union soviétique, de l'ancienne Union soviétique. Et on l'a présenté parce que c'était une question, est-ce que c'est la contrebande? Parce que l'avocat, il a essayé d'expliquer, bon, non, ce n'est pas la contrebande. Le gars qui a essayé d'acheter le plutonium en Allemagne, il était payé par les services de renseignement de l'Allemagne. Alors tout ça, c'est pas réel, c'est construit. Et c'est le plutonium qui vient de l'Allemagne, qui a été mis sur le vol Lufthansa, qui est allé à Moscou et qui est revenu de nouveau à Moscou. Et les neutrons cosmiques, et il change les paramètres du plutonium. Alors, pour le juge, c'était du chinois. Et ils avaient même une contre-expertise qui supportait cette hypothèse qui était un peu bizarre. Alors, nous avons fait des calculs neutroniques, tout ça, pour montrer que les quelques neutrons cosmiques qu'on a sur 10 000 mètres dans 2 heures ne vont jamais altérer les paramètres du plutonium. Mais c'était dans l'esprit, pour revenir à la question, c'était dans l'esprit antinucléaire en Allemagne. C'est ça, on a utilisé le procès comme véhicule pour un message politique. Ah non, il faut arrêter le nucléaire en Allemagne parce que... Ça prolifère partout. Ça prolifère partout. J'ai vu une question, donc on va prendre... Bonjour et merci. J'avais une question. Comment le vivez-vous, vous, en tant qu'expert, quand tout un pan de l'expertise judiciaire, je parle particulièrement de tout ce qui va être psychiatrique, psychologique, etc., et notamment en France, complètement... je vais choisir mes mots avec soin, perverti par la psychanalyse, par exemple, qui est une pseudo-science comme une autre, où on assiste, ça a été cité tout à l'heure, par exemple, à la catastrophe qu'a été Outreau. Quand on assiste plus récemment à l'expertise judiciaire, qui a été un véritable sketch de Monique Olivier, la compagne de Michel Fourniret, sur un ping-pong continuel d'experts psychanalystes sur le rôle de la mère de Monique Olivier dans les crimes perpétrés par Fourniret. Comment vous, en tant qu'expert judiciaire ou même expert tout court de vos domaines qui sont finalement relativement peu sujets à ces dérives charlatanesques, comment vous le vivez, vous, sur ces sujets-là? Alors, pas forcément facile de répondre dans la mesure, justement, où merci d'avoir donné ces illustrations parce que ce n'est pas des domaines d'expertise, mais... j'ai reformulé peut-être la question pour permettre d'y répondre. Dans la mesure où on a vu au tout début qu'il n'y a pas réellement de processus de validation des expertises, on peut se retrouver au tribunal avec des gens qui portent une parole dite scientifique, se référant à des écoles qui sont soit complètement marginalisées, soit complètement erronées. C'est le cas dans les tribunaux où la psychanalyse est encore très présente, alors que sur le plan scientifique, elle est complètement rejetée. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes confronté, ou vous voyez autour de vous dans les domaines qui sont les vôtres ou dans les jugements auxquels vous allez, finalement, une expertise scientifique qui n'est pas dans les canons de la science?
Bah oui, dans le dernier procès qui était de fin 2023 là, par rapport au compteur Linky, qui est d'ailleurs sur lequel il y a un article dans le dernier Sciences et Pseudosciences, il y a effectivement 2 paroles qui sont portées par les experts. Et enfin, je ne sais pas si c'est des experts de justice ou des personnes qui ont été auditionnées, ou en tout cas, je pense qu'ils ont fait des certificats médicaux. Mais il y en a un qui était clairement sur une position qui n'est pas du tout la position scientifique, qui est plutôt une position qu'on retrouve dans les milieux militants et qui a une appellation d'ailleurs qui parle d'intolérance au champ électromagnétique et qui parle de syndrome d'intolérance au champ électromagnétique et qui serait donc quelque chose vraiment qui est causé par les ondes électromagnétiques et pour lesquelles il faut éliminer les sources pour soulager la personne. Donc, c'est pour ça qu'après, on a toute une ambiguïté dans le développement quand on lit le rendu du procès, c'est assez difficile à suivre parce qu'il y a des côtés qui sont l'hypersensibilité telle qu'on la voit du côté scientifique, et puis d'un autre côté, c'est tout à fait autre chose. Et à l'arrivée, c'est un espèce de grand écart qui est une décision où on dit, en vertu d'un principe de précaution, il faut enlever, et donc ce serait bien finalement les ondes qui seraient la cause, alors que peu de lignes avant, on dit c'est peut-être pas les ondes. Enfin, c'est vraiment très difficile à suivre, alors que finalement, enfin, de mon point de vue, si on prenait simplement une expertise qui soit calée sur l'état des connaissances, rien n'empêche de prendre une décision d'enlever le compteur à la limite, puisque la personne, elle a un problème avec la présence de ce compteur. Donc ça, c'est de l'ordre de ce que disait Jean-Paul, la décision. Mais le problème, c'est que ça embrouille complètement l'expertise scientifique. À la fin, quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, je pense qu'il n'y comprend absolument plus rien. On va prendre une autre question. Juste avant, c'est toute la difficulté qu'on a évoquée pour le juge. Quand il voit un expert venir, s'il n'a pas connaissance de tout le sujet, pour lui, la psychanalyse sera aussi sérieuse que le reste parce qu'il n'est pas censé connaître toutes les controverses qui secouent la science. Bonjour, Laurent Povaillant. Alors, j'ai 2 questions. Enfin, d'abord, la première question, c'est combien il y a d'experts qui viennent s'exprimer lors d'un procès? C'est-à-dire qu'on voit dans le modèle anglo-saxon, il y a un expert pour la défense, un expert pour la partie civile. Est-ce qu'en France, c'est la même chose? Vous parlez de plusieurs experts qui viennent. Est-ce qu'ils sont mandatés par l'un ou l'autre parti? Et l'autre question, c'est comme la sélection des experts est extrêmement légère, enfin, les critères de sélection, quid de conflits d'intérêts réels ou potentiels? Qui veut répondre, Damien? Alors généralement, il y a, en tout cas pour la partie criminalistique, je pense que c'est un peu différent pour tout ce qui est expertise psychologique, mais la partie criminalistique, il y a généralement un seul expert. Si vous prenez le médecin légiste, par exemple, il y a un seul médecin légiste. Il peut y avoir, dans certains cas, quand c'est des gros dossiers, 2 experts. Je parlais d'une expertise ADN à Magnanville, il y a eu 2 expertises qui ont été faites. Mais dans l'immense majorité des cas, on a un seul expert qui a été désigné, qui a été nommé au cours de l'instruction et qui va venir présenter ses conclusions. On peut avoir des contre-expertises, c'est possible, mais c'est très rare. À ma connaissance, ça arrive vraiment peu souvent. Et puis, la deuxième partie de votre question, c'était, pardon? J'arrive. Conflit d'intérêts potentiel ou réel? Alors, les conflits d'intérêts, dans mon cas personnel, j'en ai pas trop vu en dehors de ce que j'évoquais d'experts qui vont essayer de pousser en faveur d'une méthode ou d'une vision particulière. Par contre, on n'est pas tout à fait sur le conflit d'intérêts, mais en tout cas, la dérive de sortir de son domaine de compétences, et donc des gens qui vont se prononcer parce que ils veulent rendre service, c'est la version positive, ou plutôt parce que ils veulent se donner d'importance, vont se prononcer bien au-delà de leur champ de compétences, et donc on n'est plus sur un conflit d'intérêts, mais on est sur plutôt une dérive de quelqu'un qui se prononce sur des choses qu'il ne maîtrise pas.
Juste peut-être dans le prolongement de cette question, il faut peut-être distinguer, hein, tu me corriges si j'ai faux, l'expertise qui est appelée, en tout cas en France, par le tribunal, qui est vraiment une expertise qu'on appelle sur une question, de la possibilité pour chacune des parties de faire témoigner à la barre des experts qui du coup racontent ce qu'ils veulent, mais c'est plus d'expertise. Pour avoir assisté à quelques procès, notamment celui en diffamation de Gilles Serralini contre Gilles-Éric Serralini contre un certain nombre de journalistes, d'ailleurs, qui étaient là ce matin, chacune des parties a fait témoigner des experts, mais il ne s'agit pas là d'expertise judiciaire. Et du coup, dans ce cadre-là, l'expert, il peut dire ce qu'il veut, il peut compris revenir sur l'expertise sur le fond, au même titre, quelque part, vu du public extérieur, qu'un expert qui témoigne. Je suppose que le juge lui fait la différence, mais il n'y a pas une ambiguïté, justement, sur faire témoigner un expert et requérir l'expertise. Si, évidemment. Évidemment, d'ailleurs, un expert va venir déposer, il ne va pas venir témoigner. Donc, c'est quelque chose qui est différent. Il y en a un qui est fait sur une mission avec une réquisition, et l'autre, effectivement, c'est un témoignage. C'est pour ça que peut-être, moi, je disais, de l'extérieur, je ne sais pas qui est expert de justice ou qui témoigne, en fait, quand on lit juste le rendu. Enfin, je n'ai pas réussi à le savoir. Et par contre, le résultat, ce qui est important du point de vue du public et de l'information scientifique du public, c'est que les procès pour lesquels qui sont rendus en faveur du plaignant ou donc qui vont dans le sens d'une relation causale entre les ondes et la pathologie ou entre les ondes et la maladie des vaches, par exemple, sont beaucoup plus sensationnels et vont être plus médiatisés. Donc, voilà, en quelque sorte, l'expertise judiciaire amène comme une sorte de preuve, entre guillemets, que la science n'a pas pu apporter et qui est attendue par certains, quoi, en fait. Donc, voilà, elle amène la preuve qui fait défaut pour prouver que c'est bien... Une question ? Alors, je vais en profiter. Donc, Sandra Hôtesse Micro, j'étais tombée sur la Compagnie nationale des experts judiciaires. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai vu qu'il y avait plusieurs spécialités. Voilà. Je ne sais pas si ça peut aider. Un mot sur ces compagnies Alors, les compagnies, il y a toutes les sociétés savantes, et puis il y a les compagnies d'experts de justice. Il y en a nationales, il y en a pour chaque cours. C'est effectivement intéressant. C'est les compagnies qui proposent des formations, qui vont proposer aussi des assurances pour les experts, parce que s'ils sont attaqués, à un moment, il faut qu'ils puissent se défendre, ça peut coûter cher. Donc, c'est quelque chose d'important. En fait, il y a toute une structuration, mais qui mériterait, à mon sens, d'être vraiment renforcée, avec les sociétés savantes, avec ces compagnies d'experts, avec finalement tout l'écosystème dans lequel les experts doivent évoluer, les universitaires, ceux qui sont dans des laboratoires privés, pour que finalement, on puisse, quand un expert arrive et est projeté jusqu'à un moment où il doit fournir son expertise pour la justice, on sache d'où il vient, il a été validé par tout cet écosystème, et donc qu'il y ait une sorte d'autocontrôle, si tant est que la justice ne se saisit pas elle-même de cette étape de contrôle, ce qui pourrait peut-être être utile. Merci. Oui, justement, j'avais des questions par rapport à tout ce qui existe déjà en matière de... Enfin, je pense à la qualité parce que je travaille à la qualité et la qualité s'appuie sur des certifications, un certain nombre d'ailleurs dans tous les métiers, dans toutes les spécialités, notamment dans le nucléaire, et les certifications qui peuvent être nationales et qui peuvent être même internationales. Et en fait, qui touchent vraiment vos métiers pour pouvoir vous appuyer là-dessus. Et je suis quand même assez étonné de voir que vous avez encore des problèmes pour pouvoir être reconnu en tant qu'expert, parce que votre métier est d'ailleurs très utile, voilà. Et la justice, effectivement, tout ce qui est judiciaire ne suit pas le scientifique. Et par le biais de tout ce qui est certification, et je rejoins ce que vous venez de dire tout à l'heure, tout l'apprentissage, la reconnaissance des experts, la reconnaissance des experts, ça me paraît très très important. Mais il existe déjà une base, c'est-à-dire avec des certifications, des choses comme ça. Après, voilà. Et je ne sais pas, mais bon, voilà.
Bon, c'était plus une remarque de question. Ce que je comprends, c'est que ni le processus ni l'expertise est certifié ou qualifié. Si. Si. J'ai mal compris. Vas-y. C'est en cours. Alors, il y a depuis 2009 au niveau européen une nécessité d'accréditation pour les laboratoires qui font des analyses génétiques ou dactyloscopiques. Donc, ces deux types de traces sont sous accréditation ISO, c'est la norme 17025 qui s'applique aux analyses de laboratoire. Et il y a une norme qui a été commandée par l'Union européenne, une norme qui est faite par l'AFNOR, l'Agence française de normalisation pour la France, et le comité ISO au niveau international, sur les analyses criminalistiques qui va couvrir toute la chaîne qui ira de la scène d'infraction, de la scène de crime, jusqu'à la déposition aux assises. Mais je pense qu'on n'a pas le temps d'en discuter en détail. Ça apporte une partie de la réponse, mais c'est loin d'apporter toute la réponse. Je rajoute en complément, parce que quand on avait préparé ensemble avec Damien d'ailleurs le dossier dans Sciences et Pseudosciences, dans le texte de loi sur l'expertise, on a mentionné des critères qui étaient demandés pour les experts, et j'avais noté ceci: les seules entités publiques explicitement mentionnées pouvant être sollicitées qualité sont les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Et là, j'imagine que pour un certain nombre de procédures, c'est très normé, et là, on rentre bien dans un service public de l'expertise qui valide son processus. Il y avait une question. Oui, mais bonjour. Question très simple. Quand vous voulez vous proposer comme expert, vous avez Madame Perrin ne savait pas quoi cocher, donc il a coché plein de trucs. Est-ce qu'on peut se proposer pour une pseudo-science? Est-ce que je peux cocher psychanalyste, graphologue ou je ne sais quoi? Sourcier, sourcier. Cette fois, j'ai plus en tête ce qu'il y avait, s'il y avait. Mais c'est pas parce que je savais pas quoi cocher en fait, c'est parce que mon domaine touche aussi bien à des questions physiques qu'à des questions. Voilà, j'étais pas un médecin. Par exemple, les experts que je connais qui connaissent le sujet et qui sont experts de justice, eh bien, j'en connais 2 ou 3 qui sont des médecins, mais qui connaissent le sujet. Donc, eux, je pense que c'est plus facile que moi qui suis chercheur. Donc, c'est plus interface. On va prendre une dernière question. 2 questions. Juste avant que tu poses ta question, il faut savoir que là, tu me corriges si j'ai encore faux, mais quand on soumet un dossier, il y a des cases à cocher, c'est-à-dire la liste des expertises possibles est définie quelque part. Alors, en un instant, je ne prolonge pas, mais on peut nommer quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste des experts. Si on a besoin d'un expert en pseudosciences, que cette liste n'existe pas, il est tout à fait possible d'aller chercher notre modérateur, par exemple, pour lui demander d'intervenir en tant qu'expert. Il faudra qu'il prête serment, mais ça ne pose pas de problème. La loi dit effectivement, soit c'est un expert sur les listes, et là, c'est des cases, et il n'y a pas la case sourcier ou astrologue, soit effectivement, le tribunal peut estimer qu'il a besoin d'une expertise particulière, et il valide, et là, du coup, il va chercher ce qu'il veut. Concrètement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait partie d'une ONG qui s'appelle Index. Et je trouvais que c'était intéressant ce qui était évoqué, qu'il y a des groupes militants qui parfois utilisent la justice pour se mettre en avant. Notamment, je pense au cabinet de l'ECVAC qui fait des procédures collectives et qui va s'associer avec des groupes complotistes, faire des vidéos mensuelles pour essayer d'avoir des procédures collectives et de l'argent qui rentre mensuellement. Donc ça, je trouve que c'est assez bizarre à encadrer. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur comment ça devrait être encadré. Mais j'avais une question centrale pour moi qui était dans le cadre d'autres démarches militantes, notamment dans le cadre des violences policières. Les sociologues ont établi que la justice, par sa nature, structurellement, a tendance à avoir une complaisance avec le corps policier dans ces affaires. Et dans ce contexte-là, comment donner une crédibilité à des experts indépendants comme les ONG qui enquêtent sur ces violences policières? Je pense notamment à Forensic Architecture et Index, je ne sais pas si vous connaissez leur travail, qui font des reconstitutions vidéo du frame matching et qui vérifient ces versions-là. Question pas simple, quelqu'un a envie de dire un mot? Honnêtement, pour le coup, je vais faire expert et je vais dire que ça sort complètement de mon domaine de compétences, donc voilà, pas de réponse. Oui, moi non plus. La seule chose qui... je rejoins ce que vous avez dit, c'est sur... les associations de groupes militants avec des avocats qui font des procédures collectives. Et là, c'est vrai que ça interroge quand même parce que l'avocat est partie prenante dans l'affaire et même a un conflit d'intérêts quand même.
Bon, cette question est complexe, plus d'heures, pas non plus la refaire, mais je veux dire, je comprends qu'il y a un message qui est de dire on instrumentalise l'expertise parce qu'on voulu faire une décision judiciaire, mais attention, des fois une expertise qui n'est pas celle qu'on retrouve officiellement dans les canaux de justice peut être une contre-expertise tout à fait pertinente. Et je crois que je comprends cette question-là. Ceux qui vont essayer de promouvoir des thèses complotistes sur les vaccins essayent de faire passer leur expertise, et si ça passe dans les tribunaux, vous voyez, etc. Mais d'un autre côté, il peut y avoir un mouvement citoyen qui, lui, porte une vraie expertise parce que, notamment sur ce que tu évoquais sur les violences policières, on ne va pas la trouver spontanément. Donc voilà, ça montre toute la complexité du sujet. On prend une dernière question ? C'est bon. Donc, écoutez, on a même gagné 3 minutes par rapport aux 6 minutes de retard. Et je vous remercie. Je remercie les intervenants. Merci à vous.